Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 33, on parle de lait, mais tout d'abord de pédiatrie sociale. Bienvenue à Studio Libre. Comme le veut l'adage, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Mais parfois, le village a besoin d'aide. Et c'est là qu'intervient la pédiatrie sociale. Et on va en parler avec la directrice du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, Madame Chloé Martinetti. Bonjour. Bonjour. Et les gens, on entend parler de pédiatrie sociale depuis une vingtaine d'années maintenant, un petit peu plus à Montréal, d'où je suis originaire, avec le docteur Julien, bien sûr, qui est la figure emblématique. Mais maintenant, la pédiatrie sociale est à Gatineau depuis quand même quelques années, si je ne me trompe pas. 2009. 2009. Et les gens ont peut-être encore peut-être pas une mauvaise conception, mais une incompréhension ou une méconnaissance de ce qu'est la pédiatrie sociale. Donc, qu'est-ce que la pédiatrie sociale? C'est large, mais en gros, qu'est-ce que vous faites au Centre de pédiatrie sociale de Gatineau? Mm-hmm. Alors, déjà, le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau a ouvert ses portes dans le vieux Gatineau en 2009. Puis, une deuxième succursale s'est ouverte dans le vieux Hull et fêtera ses 10 ans cette année. Quand même. Pour le vieux Hull. Donc, ça fait quand même quelques années que nous sommes sur le territoire. Qu'est-ce que la pédiatrie sociale? Maintenant, pédiatrie il y a social et pédiatrie. Donc, c'est un modèle de médecine intégrée qui allie les aspects donc médicaux, psychosociaux, éducatifs, mais aussi tout ça autour des droits de l'enfant. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une approche globale et intégrée pour que l'enfant puisse développer son plein potentiel et qu'on se base sur ses forces pour développer son plan d'intervention. Mm-hmm. Parce que, comme on dit souvent au Québec, tout est dans tout. Donc, on ne peut pas approcher, selon moi, un enfant avec des problématiques d'une manière unique. Parce que un est égal à l'autre et une problématique va en développer d'autres et on ne peut pas vraiment l'approcher, dire « OK, toi, ça te prend ça » et non pas une batterie de spécialistes alentour. Parce que, comme on dit, il y a une chaîne à ce que les problématiques peuvent causer. Oui, puis c'est pour ça que la pédiatrie sociale a une approche globale. Par exemple, quand on va évaluer un enfant pour la première fois en clinique, il va y avoir un médecin, mais il va y avoir aussi une travailleuse sociale et le cercle élargi de l'enfant. Donc aussi bien des fois des intervenants de son école, certains membres de la famille, etc. Et l'objectif est d'avoir justement une évaluation globale de la situation médicale de l'enfant et de son environnement social et de ses forces ainsi que des forces aussi de son entourage et de la communauté, la référence au village, pour essayer de voir comment on peut bâtir un plan d'intervention autour de ça pour que l'enfant soit le mieux accompagné possible. Et c'est notre travail justement de coordonner tout ça et d'offrir une gamme de services de qualité vraiment adapté aux besoins de l'enfant et personnalisé à chaque enfant. Le type de clientèle qui fait affaire avec vos services, est-ce qu'on peut, j'aime pas me mettre dans une case, mais est-ce que vous avez un type général de personnes qui va consulter pour vos services? Oui, nos services sont dédiés aux enfants, donc 0 à 17 ans, qui sont en situation de vulnérabilité économique et ou sociale. Et depuis quelques années, nous avons aussi ouvert une clinique de périnatalité pour des suivis de grossesse. Donc, nous accompagnons aussi les futures mamans. Et c'est une clientèle, en fait, on va rechercher les personnes qui ne vont pas forcément aller dans les parcours traditionnels de soins de santé comme les CLSC et autres. Donc, nous leur offrons justement une gamme de services adaptés. Et ces services partent de quoi? Comment... On le dit, c'est adapté à chaque enfant, mais est-ce qu'il y a une ligne, on pourrait dire, commune à ces enfants-là?
Ben, chaque enfant a vraiment un plan d'intervention qui est unique à lui et basé sur sa réalité, sur ses forces, sur les forces de l'entourage. Mais après, il peut y avoir donc des suivis individuels, mais aussi des ateliers de groupe. Okay. Donc, dans les ateliers de groupe, on va réunir plusieurs enfants, soit autour d'intérêts communs, soit par tranche d'âge. Okay. Donc oui, ils ont des fils communs des fois et aussi des trajectoires individuelles. Tout dépend de la réalité de l'enfant et de ses besoins. Et pour offrir ces services-là, bien sûr, ce n'est pas bénévole. Il y a des gens qui doivent être payés. Ça prend de l'argent. Et vous avez fait une guignolée des enfants et vraiment un record encore là pour une 16e édition. Plus de 236 000 $. Et on a l'impression, bon, on se dit 230 000 $ et compagnie, bon, ça fait un bout, mais à quel point ça peut être important, cette somme-là? Qu'est-ce que ça va réaliser, cette somme-là, pour l'organisme? Ben, dans le fond, cette somme-là, ça nous permet directement d'offrir des soins aux enfants. Ce qu'on apporte comme valeur ajoutée pour cette population, ce sont des services. Donc, ce sont notre équipe qui offre les services aux enfants et ça permet justement de couvrir les salaires de ces personnes-là et aussi d'offrir certaines activités aux enfants dont ils ne pourraient pas bénéficier sans le support de la communauté. Évidemment, parce que on parle de support de la communauté, bien sûr, bon, il y a le support du gouvernement et compagnie, bon, mais ces spécialistes-là, ben, on s'entend, ce sont des spécialistes. Et il y a d'autres organismes qui me parlaient, dont notamment l'AKETA, et puis qui me disaient, ça fait un bond de fou. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec une somme pareille? On est capable pratiquement pas de décupler, mais d'offrir une plus-value plus que ce que ça pourrait offrir dans un domaine public, par exemple. C'est le cas, j'imagine, de votre côté. Oui, puis si je donne un exemple concret, avec 1 500 $, on accompagne un enfant pour toute une année. Hey, c'est quand même très intéressant, là. Oui, puis dans la dernière année, on a accompagné, je crois, 1092 enfants. Donc, vous imaginez déjà, avec un simple calcul mathématique, ce que ça peut représenter. Effectivement. Si ce nombre est grandissant, la demande est grandissante. Fait je l'ai là, oui. Chaque année, on accompagne des enfants en plus, donc les moyens doivent suivre aussi. Entre 2009 et 2025, bon, ça fait pas tellement longtemps que vous êtes en poste, mais est-ce que les autres vont dire le visage change et le visage a changé? Oui, exactement. En fait, juste à l'interne, en parlant avec mes équipes, dont certains sont là depuis une dizaine d'années dans les employés les plus anciens, ils voient justement un changement des portraits, une demande croissante et aussi encore plus post-pandémie. On le sait, la pandémie a eu un fort impact sur la santé mentale de beaucoup de personnes et sur la santé financière aussi de beaucoup de personnes, même dans la classe moyenne. Donc, imaginez sur des personnes qui étaient déjà en situation de vulnérabilité sociale et économique, l'écart est encore plus grand aujourd'hui. Donc, les besoins sont grandissants et on voit l'impact d'année en année où les enfants ont besoin d'intensité de service qui est de plus en plus forte. Et c'est ça que souvent qu'on reproche au système de santé, c'est que les spécialistes ne se parlent pas. On consulte ici, on consulte là, et c'est souvent les parents qui doivent faire un peu la médiation, j'allais dire, entre les spécialistes et qui doivent être au courant de tous les dossiers. Mais chez vous, justement, tout le monde se parle. Et c'est un peu la force, même la force de base de la pédiatrie sociale, de ce que j'en comprends, c'est que tout le monde se parle. Et c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Oui, exactement. Et en fait, même à la base, le plan d'intervention est fait vraiment
en collaboration avec les différents acteurs et parties prenantes du projet autour de l'enfant. Ça devient un projet. Oui, et c'est un plan d'action, un plan d'intervention. Et donc, il y a des acteurs qui sont identifiés pour faire certaines choses, aussi bien avec nos ressources internes que nos ressources externes. C'est-à-dire que quand la travailleuse sociale et le médecin en collaboration avec les personnes présentes lors de la clinique, définissent un plan d'action. Par la suite, par exemple, à l'interne, ça peut être dirigé vers nos travailleuses, nos spécialistes en éducation spécialisée, pour prendre un bout de chemin, autant que ça peut être notre psychoéducatrice, ergothérapeute ou avec des partenaires externes. Donc, on a vraiment une approche collaborative autour de l'enfant et l'objectif, c'est de garder ce lien tout au long du plan d'intervention. Et le plan d'intervention peut prendre, ça ne se règle pas en claquant des doigts, là. Ça prend des années. Et comment est-ce que vous avez pu voir, dans l'évolution de certains dossiers, que vraiment la pédiatrie sociale, sans ça, on l'aurait échappé, si on peut dire entre guillemets? On voit tout de suite que ça peut avoir un gros impact. Je veux dire, avec un plan d'intervention adapté, on voit que l'enfant reprend confiance en lui. Des fois, ça a aussi un impact positif sur la réussite scolaire, la diminution des stress toxiques, tout plein de choses comme ça qui font que ça vraiment améliore les conditions de vie de l'enfant pour lui permettre de développer son plein potentiel, parce que l'objectif et la vision du Centre de pédiatrie sociale, c'est que chaque enfant, peu importe sa situation de naissance, entre guillemets, a le droit, a les mêmes droits que tous les autres enfants et a le droit justement d'exploiter son plein potentiel. Et les parents là-dedans. On dit que ça prend un village, mais le premier village, c'est les parents. Et de leur côté, quand ils entrent au centre de pédiatrie sociale, comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a j'allais dire, pas un désespoir, mais du genre, on ne sait plus quoi faire ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est dans cet esprit-là qu'ils viennent, ou c'est plutôt dans un esprit d'aider leur enfant d'une manière, comme on parlait, globale? Je pense que chaque cas est différent. Donc, je ne ferai pas de généralité sur tous les parents. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le Centre de pédiatrie sociale, l'objectif, c'est d'avoir une approche sans jugement, accueillante et bienveillante pour que chaque personne se sente à l'aise et bienvenue. Puis on le voit très bien quand on rentre dans le centre. Les gens se sentent à l'aise, les enfants sont heureux. C'est un peu comme un sanctuaire qui est justement très différent d'un environnement plus... on va dire médicalisé, c'est ça. Je veux dire, on rentre dans un centre de pédiatrie sociale, il y a un salon, il y a une cuisine, il y a des jouets. On n'est pas dans une salle d'attente. J'avoue. Même si on va voir le médecin. Mais le lieu est beaucoup plus... sécurisant. Oui. C'est un peu comme un sanctuaire. Oui. Et j'imagine que le stress, autant des parents que de l'enfant, doit descendre d'un cran quand ils entrent. Surtout, quand on va consulter un médecin, on va faire un plan d'intervention, on a des appréhensions en tant que parent, j'imagine. Et quand on entre dans cet univers-là qui est accueillant, on doit le voir, même, j'allais dire, physiquement, pour les parents qui rentrent dans le centre. Est-ce que vous le voyez? Oui, puis je suis pas là dans tous les rendez-vous, puis avec s'ils avaient des rendez-vous en parallèle potentiellement avec un CLSC autour, mais on voit vraiment c'est ça, qu'on a une approche qui est plus accueillante, plus chaleureuse, sans jugement, puis je pense que ça s'est ressenti et très apprécié de la population qui vient nous voir. Et c'est un ressenti qui est apprécié parce qu'on le voit avec les chiffres de votre guignolée. C'est toujours un plaisir de parler de pédiatrie sociale et de faire un peu le tour de ce que vous offrez comme service, parce que, je l'ai toujours dit, c'est génial. Quand j'ai vu cette approche-là, je me suis dit,
Enfin, quelqu'un a compris que nous ne sommes pas des êtres unidimensionnels, et autant les adultes que les enfants. Merci beaucoup, Chloé Martinetti, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Merci beaucoup pour votre invitation. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Mon prochain invité représente exactement l'expression « quand il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre ». Eh bien, avec la laiterie de l'Outaouais, on l'a vécu dans les dernières années, et encore là, on va expansionner encore, ça a été annoncé récemment, une très, très belle coopérative. On en parle avec son président, Yannick Bouchard, bonjour. Bonjour. Et c'est vraiment quelque chose, parce que je leur disais un petit peu l'histoire, bon, je ne suis pas natif d'ici, et faut vraiment faire la coupure entre les gens pensent que vous avez repris la laiterie Château, mais c'est pas tout à fait ça. Elle a fermé, comme je dis, il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous avez créé quelque chose totalement de zéro parce qu'il y avait un trou dans le marché, évidemment. Ben oui et non. T'sais, au départ, je faisais aussi, moi, partie du comité de relance. Puis, on a vraiment tenté de reprendre l'usine laiterie Château. Oui. Parce que c'est beaucoup plus simple au niveau du marché. Dans le sens que on aurait juste repris, donc on aurait repris les mêmes espaces tablettes que Château avait dans le passé. Mais ça n'a pas été possible. Donc, à partir de là, on s'est rendu à la réalité. OK, on va devoir avoir une nouvelle usine, repartir à zéro, mais c'était pas un enjeu du tout parce que vraiment, il y avait une belle mobilisation. Les gens voulaient vraiment qu'on puisse réussir. Donc, ça a été très motivateur aussi pour se rendre jusque-là. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Bien, comme je le dis, il fallait que les gens se mobilisent parce qu'évidemment, les producteurs, eux, voulaient avoir un moyen d'écouler leur production. C'est normal. Et puis, pourquoi pas le faire localement? On dit tout le temps acheter local, mais la laiterie de l'Outaouais, c'est vraiment le principe même de l'achat local, tout en respectant, évidemment, avec le lait, c'est plutôt régimenté, donc les prix sont régimentés, mais faire un produit de qualité. Et je dois te dire, je suis consommateur de la laiterie de l'Outaouais parce que non seulement, il est au même prix que les autres, mais il est bon. Il goûte différent. Et j'en ai goûté plusieurs et on n'a rien à envier au plus grand de ce monde dans l'industrie du lait, là. Ah, exactement. Puis, une des choses qui nous caractérise beaucoup, justement, c'est la fraîcheur du produit. Donc, nous, le produit arrive en après-midi des fermes avec un système. La nuit, il est pasteurisé. Le matin, il est mis en bouteille. L'après-midi, il est mis dans les commandes. Et le lendemain matin, il est livré. Donc, environ 36 heures, là, dans la majorité des cas, on réussit à amener le produit dans les épiceries aussi rapidement que ça. Je pense que le nom laiterie de l'Outaouais est rassembleur parce que ça inclut tout le monde et ça booste un petit peu le sentiment d'appartenance quand on achète, parce qu'on se dit ça vient de chez nous, ça vient d'ici. Et puis, je pense que vous avez fait un bon move de repartir. On repart à zéro, on repart avec un nom totalement nouveau. Et c'est de succès en succès. Et d'ailleurs, on a annoncé un gros projet. Et c'est un projet, j'imagine, qui n'est pas né la semaine dernière. Là. Ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus. Un projet total de 17 millions et avec une bonne partie, là, un 13 millions des gouvernements. Comment est-ce que ce projet-là est né? L'idée de ce projet-là? Oui. Bien, c'est sûr et certain qu'on est en expansion. À chaque année, on a des augmentations de nos volumes de vente. Puis de plus en plus, aussi, on est accueilli à la maison à Ottawa aussi. Donc, OK. C'est un beau... j'allais dire un beau problème, mais c'est une belle chose, là. Donc, la première des choses, on s'est dit, écoute, je pense qu'il faut agrandir pour être capable de soutenir la demande. Puis en même temps, on est, tu sais, puis
Puis on part toujours de cette fameuse mobilisation-là qu'il y a eu il y a 15 ans, un petit peu plus en fait, en disant, écoute, les gens ont vraiment voulu la laiterie pour sauver et développer l'expertise en transformation laitière et aussi sauver dans les gaz à effet de serre pour le fameux transport. Écoute, pourquoi que le lait d'ici irait ailleurs pour se faire embouteiller puis revenir? Non. Donc, c'est un peu non-sens. Donc, c'est ça qui est encore à la base de beaucoup de nos décisions. Donc, pourquoi que nous, on ne va pas vendre à Montréal? Bien, parce qu'il y a Ottawa juste l'autre côté. Qui est un bon bassin d'exportation aussi, là. Exactement. Puis l'autre chose, ben oui, on a l'expertise, donc on est capable de faire autre chose que juste du lait. Donc, c'est très important le lait, puis ça va demeurer notre marché principal. Votre vache à lait. Ouais, moi, je voulais pas le dire. Donc, en fonction de ça, on s'est dit, ben c'est aussi une occasion de pouvoir diversifier vers d'autres produits. Donc, vraiment, depuis 3 ans, on travaille ce projet-là. On a fait faire des études, bien entendu, d'experts, d'ingénieurs, etc., pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Bien entendu aussi, tu sais, l'usine, elle a quand même 15 ans. Donc, ça fait en sorte qu'on s'est dit, bon, mais il faut aussi automatiser par la même occasion. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Tant qu'à y être, finalement. Ben, c'est pas un tant qu'à y être. C'est parce que, tu sais, avec la demande croissante, si on veut être en mesure de pouvoir... être compétitif aussi. Être compétitif, puis continuer à croître au niveau du volume, ça prend l'automatisation. Malgré que, tu sais, je le dis comme ça aussi, mais tu sais, il n'y a pas un employé qui touche au produit. Là. On est quand même déjà automatisé beaucoup. On n'est pas robotisé. Je vais le dire de même. Okay. Donc, vraiment, c'est un gros projet. C'est un projet qui nous place et nous positionne pour l'avenir. Et puis, au total, comme vous l'avez mentionné, là, c'est un projet de 17 millions de dollars qui va être investi ici. Puis, la seule raison, en fait, qu'on est en mesure de pouvoir annoncer un tel projet, bien, c'est parce que les gens d'ici demandent nos produits. Parce que je l'ai mentionné, on ne vend pas ailleurs. Donc, c'est vraiment un projet régional. C'est là qu'on voit aussi que l'achat local, mais ça l'amène des investissements locaux. Donc, c'est un petit peu tout ça, finalement, là, qui vient se concrétiser avec ce projet-là. Tant qu'à moi, c'est une autre victoire régionale intéressante. La preuve que quand on se tient en région, on est capable de faire de grandes choses. Et là, on parle de diversification des produits. Vous avez... dans la mire, quel type de produit vous allez viser prochainement? Là, j'imagine qu'avec le temps, on va en diversifier d'autres, mais pour le lancement, si je pouvais dire, de cette nouvelle phase? Oui, donc on reste encore, pour des raisons stratégiques, secret sur le produit lui-même, mais qu'est-ce que j'aime mentionner, parce qu'on fait des grands efforts de notre côté pour être en mesure de pouvoir se différencier, puis d'être vrai avec nous-mêmes. Donc, on va avoir dans cet agrandissement-là ce qu'on appelle une cuisine des saveurs. Oh. OK. Donc, c'est une cuisine certification fédérale qu'il n'y a pas, en fait, dans la région. C'est toutes des certifications provinciales pour nous permettre, entre autres, de pouvoir, justement, vendre du côté d'Ottawa, etc. Donc, c'est une belle infrastructure qu'on se dote. Et puis, dans laquelle on va pouvoir transformer les ingrédients de la région. Donc, ça ouvre des portes. Et voilà, c'est en fait vraisemblablement un outil qui va ouvrir de nouvelles chaînes d'approvisionnement locales pour nous en Outaouais et de collaborer. En fait, j'ai nommé comme exemple les producteurs de fruits. Ça va bien, les produits laitiers avec des fruits. Donc, à ce niveau-là, ben, oui, on va pouvoir être en mesure d'avoir les fruits de la région dans nos produits pour avoir vraiment des produits locaux, des produits que les gens vont pouvoir vraiment s'identifier aussi dans la région. Bien, c'est vraiment un beau succès qu'on voit, puis je le dis, puis je le répète, quand on se tient dans une région, quand on a un projet qui est vraiment rassembleur, et même avec, il y a eu des mouvements récemment d'abandon du lait de vache. Il y a certaines personnes qui décident pour multiples raisons, mais est-ce qu'on a vu ces mouvements-là avec une baisse? Parce que j'imagine qu'on ne ferait pas des projets d'agrandissement s'il y avait une baisse de la demande, évidemment. Donc, malgré tout, vous êtes quand même réussi à vous démarquer
puis à réussir à faire des produits. Et puis là, je fais juste penser depuis tout à l'heure, bon, une cuisine des saveurs, tout ce qu'on peut développer avec ça, ça devient pratiquement infini, là. On peut s'amuser longtemps. Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, on a une belle équipe de recherche et développement dans l'entreprise. C'est vraiment une voie qui est importante, donc dans laquelle on a aussi beaucoup investi. Donc oui, ça paraît pas trop sur mon corps encore, mais on goûte à plusieurs bonnes choses. On a vraiment hâte de voir qu'est-ce que la laiterie de l'Outaouais va nous offrir dans les prochaines années avec cet agrandissement-là. On parle, bon, si tout va bien, une mise en place d'ici combien de temps? 2-3 ans, j'imagine? Peut-être pas. Ah, ben écoute, on veut être plus optimiste que ça, nous autres, de notre côté, en annonçant finalement que le montage financier a été sécurisé. Là, on passe vraiment dans les étapes qui sont plus administratives, donc de finalisation des plans, de demande de permis de construire à la ville de Gatineau. Donc, aussitôt, finalement, là, qu'on est en mesure de pouvoir avoir les autorisations nécessaires, bien, le projet va aller de l'avant. J'aimerais beaucoup, sans pouvoir le confirmer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... impondérables. Exactement. Mais septembre, ce serait vraiment un bon moment pour la première pelletée de terre. OK. Et une fois la première pelletée de terre, on parle, ben, j'imagine, ça prend quand même un bout de temps à construire. Là. Une bonne année, j'imagine, au moins. Oui, on va se donner 1 an environ pour être en mesure de pouvoir commercialiser les nouveaux produits. Et là, avec la ville de Gatineau, bien sûr, quelle est votre relation? J'imagine, eux sont fiers de voir que leurs entreprises prennent de l'expansion. Et une entreprise de surcroît locale, plus locale, hyper locale, j'allais même dire. Donc, la relation, j'imagine, elle doit être excellente avec eux. Oui, c'est certain qu'on a une bonne relation avec le palier municipal, le palier provincial ainsi que le palier fédéral. Même que dans notre projet, en fait, avec la ville de Gatineau, on a dû acheter un terrain additionnel. Oui. Donc, la ville de Gatineau, justement, a accepté de nous vendre ce terrain-là pour la réalisation de notre projet. Fait qu'eux, ça fait quand même un certain temps qu'ils sont au courant du projet puis de nos intentions. Puis je pense qu'ils étaient aussi heureux lors de l'annonce de savoir que le projet allait aller de l'avant. Bien, c'est tout un projet et on espère de tout cœur que ça soit réalisé au plus vite pour que vous puissiez mettre ces beaux produits-là, ces beaux nouveaux produits-là en marché. Merci beaucoup, Yannick Bouchard, président de la laiterie de l'Outaouais. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 33 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, le PDG de la laiterie de l'Outaouais, M. Yannick Bouchard, et aussi la directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, Mme Chloé Martinetti. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se retrouve pour une prochaine à Studio Libre.